Allez, on y va, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Laura Jane Gauthier, journaliste télé et animatrice. Merci donc d'être avec nous pour ce live. Je suis en direct du MEDEF à Paris, le premier réseau d'entrepreneurs de France, dont plus de 95% des entreprises sont des PME. Le principe de l'émission aujourd'hui, c'est très simple. On va passer 1 heure ensemble, 1 heure de direct, pour découvrir le guide des écosystèmes numériques mondiaux, une étude passionnante menée par le MEDEF dans le cadre du Digital Disruption Lab. Étude que vous pouvez d'ailleurs retrouver, télécharger gratuitement en ligne sur digitaldisruptionlab.info. Cette émission, elle est totalement interactive et puisqu'elle est totalement interactive, on compte sur vous pour plusieurs choses. Premièrement, pour la suivre sur Facebook, Periscope, Twitter, mais aussi pour réagir, commenter, poser vos questions en direct tout au long de cette émission. Évidemment, on y répondra avec nos intervenants et nos experts. Comptez sur nous. Et je vous invite dès maintenant à tapoter sur vos écrans pour partager le maximum de cœur et pour nous encourager. On va tout de suite rejoindre Olivier Midière. Olivier Midière, c'est l'auteur de ce guide des écosystèmes numériques mondiaux. Olivier, bonjour. Bonjour Laura Jane. Merci de nous rejoindre. Alors, je rappelle que vous êtes conseiller du président du MEDEF, Pierre Gattaz, ambassadeur du numérique du MEDEF et fondateur de Take for Growth Foundation. Et vous êtes bien évidemment, je l'ai dit tout de suite tout à l'heure, l'auteur du guide dont nous allons parler aujourd'hui, le guide des écosystèmes numériques mondiaux. Ma première question est très simple. Pourquoi avoir fait ce guide et pourquoi est-ce qu'il a été fait par le MEDEF ? Alors, c'est en fait face à l'urgence de la transformation numérique des entreprises françaises que Pierre Gattaz m'a demandé il y a quelques mois de réaliser ce tour du monde des écosystèmes numériques mondiaux avec pour objectif en fait à la fois de faire un benchmark de ces écosystèmes, de pouvoir identifier les bonnes pratiques qu'on pourrait ramener en France, mais également ensuite de finalement créer un réseau de partenariats autour de tous ces écosystèmes pour permettre à nos entreprises d'être en connexion en permanence avec ces écosystèmes et puis enfin pouvoir proposer une stratégie, une vision, une stratégie pour la France au regard de ce benchmark et du positionnement de chacun de ces écosystèmes. Donc vous venez de le dire, vous avez fait un tour du monde pour réaliser. Vous avez interviewé 700 acteurs, 200 startups françaises et étrangères, visité 200 incubateurs, des universités, des centres d'innovation, 75 VC, 25 agences d'innovation, 25 universités et 15 centres de recherche, 50 acteurs gouvernementaux, 75 organisations professionnelles. On s'arrête là, c'est déjà beaucoup. C'est un travail qui est évidemment impressionnant. Ça vous a pris combien de temps et quelle était votre idée initiale avec ce rapport et ce guide ? En fait, ça m'a pris environ 180 jours de mission, c'est-à-dire à peu près 6 mois pleins entre mai 2016 et septembre 2017. Je suis parti environ 1 semaine dans chaque écosystème pour avoir le temps de réellement m'immerger et rencontrer tous ces acteurs. Et puis, il y a ensuite toute la partie, je dirais, rédaction des rapports, puisqu'on peut retrouver sur le site dont vous citiez tout à l'heure l'adresse web .info les 18 rapports totalement de 30 pages sur chaque pays, qui eux-mêmes ensuite dans le guide ont été synthétisés en 6 pages. Voilà. Alors, quelle méthodologie est-ce que vous avez utilisée pour écrire ce rapport ?
Alors, l'important pour nous était d'adopter une grille reproductible sur chacun de ces écosystèmes pour en tirer la quintessence et pouvoir avoir une analyse assez objective et comparative. Donc, j'ai utilisé toujours la même grille de 4 finalement axes. Le premier, c'est d'analyser l'aspect Startup Nation de chacun de ces écosystèmes, comment on soutient le développement, la création et le développement de startups. Le deuxième, c'était les scale-up écosystèmes, c'est-à-dire la dimension de croissance de ces écosystèmes, comment ils font grandir leurs entreprises. Le troisième axe, c'était la digitalisation de l'économie et de la société. Quel est le niveau d'infrastructure, le niveau de connexion au web dans le pays, d'utilisation du mobile, etc. La transformation des entreprises. Et puis enfin, le quatrième axe, c'était la French Connection, c'est de quelle manière ces écosystèmes sont connectés aujourd'hui à la France. Alors, on va tout de suite répondre aux premières questions. Est-ce qu'il y a des premières questions? Alors, je vous encourage à poser les questions. C'est le début de ce live, il n'y en a pas encore, c'est normal. Mais n'hésitez pas sur Twitter, Periscope, Facebook, à poser vos questions dans les commentaires et on va se faire une joie d'y répondre tout au long de ce live. On va donc maintenant voir comment se compose ce guide et quels sont les principaux chapitres. Comment est-ce que vous l'avez organisé, chapitré? Alors, j'ai essayé d'être d'abord le plus, on va dire, démonstratif possible et donc on a essayé de mettre en place une mise en page dans ce guide qui soit une mise en page vraiment très graphique. On a organisé le guide autour d'un premier chapitre qui sont les tendances globales que j'ai pu identifier dans chacun de ces écosystèmes. Une deuxième partie sur finalement le positionnement que pourra avoir la France au regard de ces tendances. Ensuite, nous avons traité chacun des écosystèmes avec donc une approche pays par pays qui permet selon la même grille finalement d'avoir cette analyse comparative par typologie en fait d'écosystèmes. On y reviendra tout à l'heure. Et puis on a également essayé de mettre en valeur quelques coups de cœur ou en tout cas très bonnes pratiques que j'avais pu identifier dans certains de ces écosystèmes. Alors on a un internaute qui dit super étude, super beaux résultats, les CCI sont dans la partie. Voilà, au moins nous voilà au courant. Merci à tous pour vos encouragements. Si l'émission vous plaît, n'hésitez pas une fois de plus à tapoter sur vos écrans pour donner des cœurs de toutes les couleurs. C'est hyper important parce que c'est grâce à vous que cette émission va vivre et va vibrer. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je rappelle que nous sommes au siège du MEDEF à Paris avec Olivier Midière, l'auteur du rapport du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Si le thème vous intéresse, n'hésitez pas à le partager, à taper sur les 3 petits points en bas à droite de votre écran pour le partager sur Periscope, Twitter, Facebook. Alors maintenant, on va parler des modèles technologiques, Olivier. L'un des enseignements de ce guide des écosystèmes numériques mondiaux, ça concerne justement ces 2 grands modèles technologiques qui, de ce que vous dites, s'affrontent. En quoi est-ce qu'ils s'affrontent et quels sont-ils? Alors oui, aujourd'hui, le constat que j'ai pu tirer à travers cette visite, qui a été vraiment aussi bien dans les pays du Nord que dans les pays du Sud, c'est qu'il y a, c'est vrai, 2 grands modèles technologiques qui s'affrontent. Un modèle plutôt porté par les grandes corps technologiques, ce qu'on appelle les GAFA, et qui est un modèle plutôt impérialiste, financier et hégémonique, qui consiste à finalement essayer d'aller capter toute la valeur dans chacun des pays, notamment via la collecte des données et l'exploitation de la valeur de ces données. Et puis en face, un autre modèle qui est un modèle plutôt issu des puissances technologiques, c'est-à-dire de grands pays qui, comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud, la Russie, vont en s'appuyant sur des acteurs locaux qui servent plus ou moins leur dessein à la fois économique, politique et ou idéologique, avoir la même approche que les GAFA, c'est-à-dire une approche extrêmement rouleau compresseur pour finalement aller capter toute la valeur tirée des données qu'ils vont pouvoir récupérer dans chacun des pays. Et je pense que au regard de ces 2 modèles, ça représente une opportunité pour la France et l'Europe d'affirmer une 3e voie, une autre vision, d'ouvrir une 3e voie, qui soit une voie, elle, beaucoup plus entrepreneuriale, durable, sociale de la technologie. En bref, mettre la technologie au service du développement humain et de la prospérité économique. Et du bien commun. Et du bien commun. Ok, on y reviendra. On y reviendra tout à l'heure, absolument. Il y a une question d'un internaute qui demande « La France a-t-elle réellement la moindre chance alors que les États-Unis concentrent tous les savoirs depuis une vingtaine d'années ?» Oui, en fait, on s'aperçoit quand on fait ce tour du monde qu'aujourd'hui, on est finalement tous sur la même ligne de départ. On y reviendra tout à l'heure, mais l'aspect le plus important aujourd'hui, le levier de différenciation qui va réellement être moteur pour
je dirais, différencier les différentes économies et écosystèmes, ce sont les compétences. Et de ce point de vue, les États-Unis, comme le reste des pays du monde, de tous les écosystèmes que j'ai pu visiter, sont face à la même situation. Un énorme déficit de compétences à la fois numériques, des compétences destinées donc à alimenter le secteur du numérique, et un énorme défi, d'énormes challenges pour l'adaptation des compétences des salariés, des actifs, des citoyens dans chacun des pays aux évolutions provoquées par le numérique dans leur propre métier. Alors, on va continuer à parler de tout ça, mais avec notre première experte qui s'appelle Muriel Toiti, que vous connaissez bien, je crois. Et donc, on s'avance vers elle pour la rejoindre. Je vous rappelle que nous sommes en direct du MEDEF à Paris, en direct du siège, avec Olivier Midière, l'auteur du rapport du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Bonjour Muriel Toiti. Bonjour. Enchantée, Laura Jane Gauthier. Merci Enchantée. de nous Bonjour rejoindre. Muriel. Bonjour Olivier. Je ne vous présente pas, je crois que vous vous connaissez. Absolument. Alors, vous êtes directrice générale du Technion France, je le dis bien. Tout à fait, vous le dites très bien. Super, ça tombe bien. Qu'est-ce que c'est le Technion France et quel est votre rôle au sein du Technion France? Alors le Technion France, c'est le bureau de représentation, de promotion et de valorisation du Technion et qui a pour mission majeure que de créer de l'énergie, de la dynamique entre l'écosystème français de façon très transverse, depuis le grand groupe jusqu'à la start-up, et puis l'écosystème entrepreneurial, recherche et développement du Technion. Au fil des années... Qu'est-ce que c'est? Le Technion est la première université israélienne, école d'ingénieurs, qui a vu le jour en 1924, 24 ans avant la création officielle de ce pays, que je rappelle fête ses 70 ans cette année. C'est en fait la genèse de cet écosystème israélien, ce qu'on appelle aujourd'hui communément la Startup Nation. C'est le Technion qui a donné naissance à l'infrastructure en matière d'innovation, depuis la santé, en passant par le génie civil, l'agriculture, la sécurité, la défense. Et aujourd'hui, le Technion, eh bien, c'est un fer de lance de l'innovation à l'échelle mondiale, positionné dans différents écosystèmes, notamment en Chine, aux US et puis très fortement en France au regard des accords, des partenariats que nous avons pu mener dans le cadre du Technion France pour générer de la valeur, de la croissance économique et de la masse critique entre ces deux écosystèmes. C'est l'équivalent du MIT en Israël. C'est l'équivalent du MIT au Moyen-Orient. Le Technion, au regard d'abord de ses 4 lauréats du prix Nobel, de l'excellence de sa recherche, de ses publications massives, 15 000 étudiants, 30% d'étudiants internationaux, 22% de population estudiantine arabe israélienne. On parlait tout à l'heure de la data, comme la compétence comme la data. En effet, pour pouvoir générer de la croissance, pour pouvoir générer de l'innovation, il faut accepter l'autre dans ce qu'il est différent de soi et donc intégrer des populations de l'extérieur, et en témoigne dans les années 90 par exemple, cette immigration des Russes qui sont venus massivement en Israël, et il est vrai que le Technion a à cœur d'aller chasser l'excellence là où elle est pour pouvoir générer encore plus de croissance. Alors je crois savoir que vous avez lu le guide des écosystèmes numériques mondiaux dont Olivier Midière est l'auteur. Je sais que vous avez également apprécié. Pourquoi ? Alors, je l'ai apprécié tout d'abord parce que je l'ai vu, si je puis dire, en direct aussi. J'ai eu la chance de recevoir au Technion Olivier Midière il y a 2 ans maintenant, c'était en 2016, une semaine avant la visite de Pierre Gattaz au Technion. Et il est vrai que Olivier a fait un travail absolument exceptionnel, en profondeur. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'il n'a pas effleuré les choses. Il les a touchées en profondeur. Absolument pas. Et surtout dans un écosystème comme Israël, qui est un grand écosystème, un petit marché, et où Olivier a très rapidement compris comment se positionner cet écosystème et la complémentarité de tous les acteurs. Vous le savez, en Israël, il n'y a pas de ressources naturelles, mais il y a du brain. Et c'est sur cela que le gouvernement israélien a décidé de capitaliser. 4% du PIB est alloué à la recherche, 8% du PIB du pays. Absolument, et 8% à la technologie. Pourquoi ? Vous avez le noyau dur au centre qui est l'armée parce que ça développe de la tech, mais vous avez également les accélérateurs, les incubateurs, les universités, les écoles d'ingénieurs, les venture capitalistes et les business angels, autant d'acteurs économiques, académiques qui travaillent de façon complètement complémentaire parce qu'elles ne peuvent pas faire ensemble. Et ça, Olivier l'a très bien compris. Et moi, quand je regarde son document, que je conseille à tout le monde, c'est un merveilleux mode d'emploi, dirais-je peut-être même une bible, pour comprendre parfaitement comment s'articule l'écosystème israélien et puis aussi pour susciter le désir aux investisseurs étrangers de venir peut-être se positionner là-bas. Et pourquoi ? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais depuis 2009,
En Israël, il y a des déductions fiscales sur les plus-values à tout investisseur étranger et ce n'est pas anodin. C'est plus de 300 multinationales au monde ont positionné leur centre de R&D, recherche et développement, en Israël et notamment à proximité du Technion pour bénéficier des étudiants et des ingénieurs. Et ça, Olivier l'a merveilleusement bien compris. Vous avez partiellement répondu, mais vous qui avez évidemment une connaissance des deux écosystèmes, le français et l'israélien, est-ce que l'écosystème israélien est plus avancé que le français ou l'inverse ou pas du tout? Il n'y a pas de meilleure recherche en Israël qu'en France. La France est un merveilleux pays. Nous faisons de l'excellente recherche fondamentale. La difficulté qu'a peut-être la France, c'est de passer, c'est de faire une forme de scale-up du fondamental à l'applicatif. Comment je sors pour pouvoir répondre aux besoins du marché industriel. À nouveau, en Israël, la recherche est aussi excellente, mais le chercheur est là pour répondre aux besoins du marché industriel, à la société économique. Il n'est pas là pour nécessairement simplement publier ou avoir un Nobel. Donc, répondant aux besoins du marché industriel, ça change la donne. Donc, la recherche est aussi bonne en France qu'elle peut être en Israël. Je dirais qu'en Israël, c'est une différence culturelle. Vous savez, quand vous êtes dans un petit pays dit pionnier qui fête ses 70 ans, où vous avez encore une fois un petit marché, mais un grand écosystème, vous êtes dans le rien n'est acquis. Donc, vous êtes obligé d'être dans le faire. La data, c'est la compétence, c'est le faire, c'est l'action, et générer pour pouvoir s'autosuffire de l'innovation, que ce soit par des exits, et ça on pourrait en discuter aussi, la notion d'exit en Israël, par des brevets, des royalties. Les universités sont très peu financées par le public, donc un chercheur est malgré lui peut-être un entrepreneur. Merci beaucoup Muriel Toiti. Je rappelle que vous êtes directrice générale du Technion France et je rappelle que nous sommes en direct avec Olivier Midière, auteur du guide des écosystèmes numériques mondiaux. On a des questions. Alors, bougez pas. Je charge mes questions. Alors, question. Les PME françaises sont complètement à la bourre sur la transformation digitale. En quoi votre rapport va-t-il les aider ? Alors, le rapport est là pour déjà donner les armes au réseau d'accompagnement des entreprises, les fédérations professionnelles, mais également tous les réseaux comme les chambres de commerce, comme Business France, etc., pour les alimenter, pour pouvoir proposer de la valeur aux entreprises au regard de ce que j'aurais pu identifier. Mais je dirais qu'au-delà du rapport, on a au MEDEF, au regard de ce que j'ai pu voir dans le monde, décidé de lancer un programme qui s'appelle Métamorphose et qui est un programme qui repose sur 4 étapes de sensibilisation, de formation, d'incubation, accélération et de financement pour accompagner la transformation de 100 000 PME industrielles. Programme qu'on a commencé à initier puisque l'Université du numérique que nous avons mis en place depuis 4 ans et qui se déroule les 21 et 22 mars d'ailleurs prochains au MEDEF est une grosse opération de sensibilisation. Nous avons lancé également un campus digital qui est une plateforme de MOOC qui permet aujourd'hui aux dirigeants des entreprises adhérentes au MEDEF de venir suivre des MOOC pour se former à la transformation digitale. Et nous nous apprêtons à annoncer le lancement d'un programme d'incubation et d'accélération sur ces PME prochainement avec des partenaires pour ensuite les amener dans ce qu'on disait le do, c'est-à-dire réellement le faire et réellement créer leur projet de transformation digitale. Alors, on a une autre question. Quel est le secret des startups pour Muriel Toiti, quel est le secret des startups israéliennes pour s'exporter aux USA? Alors, on parlait d'exit tout à l'heure. L'innovation a besoin d'être financée. En Israël, il n'y a pas suffisamment d'argent et de moyens pour pouvoir. Et donc, les startups israéliennes ont très vite compris qu'elles devaient aller chercher des capitaux et dans les marchés privés, là où ils étaient, notamment à l'étranger. Et dans un premier temps aux US, pour des tas de raisons qui, culturellement, historiquement, les États-Unis sont très proches d'Israël. Et c'est là où il y a effectivement la culture du venture capitaliste. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le start-upper sort des universités, il développe une techno qui est en réponse aux besoins du marché, il sort à l'extérieur et la positionne, il sollicite des venture capitalistes qui accompagnent dans ce parcours justement de la croissance et puis ils sont très vite rachetés.
Et c'est vrai que quand on regarde 2017, vous avez eu en matière d'exit plus de 23 milliards de dollars de sociétés. Et je n'inclus pas Mobileye, qui a été racheté par Intel, ce qui est absolument énorme. C'est-à-dire que plus de 110% en 2017 de startups qui ont fait des exits. Le secret, c'est juste cette façon d'être, j'allais presque dire, c'est encore une fois un phénomène culturel. Être assertif, se raconter, se dire, et puis sortir aussi parfois sur la techno. Et ce que disait Olivier tout à l'heure n'est pas anodin, être profondément dans l'humain, dans l'authenticité de son être, c'est-à-dire ne pas jouer. On est ce qu'on est, on dit ce qu'on a, et on fait ce qu'on fait. Et à partir de ce postulat de base où on n'a pas peur, on est dans l'audace, la ténacité, le fait qu'on n'a rien à perdre, qu'on va chercher l'argent là où il est, encore une fois, et qu'on va voir les bonnes personnes dans les territoires fertiles, eh bien, voilà. Maintenant, il y a un autre sujet qui se pose par rapport à Israël, c'est la notion d'exit. Et c'est vrai qu'on appelle ce pays la Startup Nation. Il faudrait peut-être aujourd'hui que de la Startup Nation, on commence à raisonner scale-up. C'est-à-dire comment j'arrive, moi, en Israël, à faire grandir, à défaut d'exit, mes pépites pour pouvoir, intramuros, en Israël, créer beaucoup plus de valeur. Je dirais même plus, un vrai tissu industriel, plus mature. Merci beaucoup Muriel Toiti. Merci à vous. On va donner le micro à Olivier. Olivier, on va maintenant parler Olivier Midière, je rappelle que vous êtes l'auteur du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Donc, vous avez visité 21 pays, rencontré 700 acteurs lors de votre tour du monde. Quelle tendance est-ce que vous avez pu observer dans les différents pays visités? Rapidement. Alors, la première tendance, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grande disruption entre les écosystèmes. Que ce soit des écosystèmes avancés ou pas avancés, ils reposent tous sur les mêmes, finalement, leviers, les mêmes types d'acteurs, c'est-à-dire ce qui a été mis en place dans la Silicon Valley dans les années 70, avec cet aspect cluster qui rassemble recherche, innovation académique, université, tout ce qui va être du domaine de l'entrepreneuriat, donc des entrepreneurs, et puis tout ce qui va être du domaine du financement et de l'accompagnement, donc qu'on résume aujourd'hui avec des incubateurs, des accélérateurs et évidemment des venture capitalistes. Tous les pays, tous les écosystèmes que j'ai vus reposent sur les mêmes types d'écosystèmes, donc il n'y a pas de disruption. Ils sont simplement plus ou moins avancés et fonctionnent sur des modèles économiques parfois divergents. Par exemple, en Israël, les incubateurs, c'est l'État ou en tout cas le public, l'agence publique d'innovation qui va décider et attribuer des licences pour des incubateurs. Comme le Mexique, ça va être simplement une aide que va donner l'agence de l'entrepreneuriat pour susciter la création d'or en mettant 50% d'un financement, mais il n'y a pas de limite. Donc, la deuxième tendance que j'ai pu identifier, c'est que finalement, on a un vrai marketing territorial autour, ou un marketing de place autour de l'innovation. Ça veut dire que tous les pays que j'ai visités ou les écosystèmes, à chaque fois me disaient « Ah, nous, on est un des plus innovants. On est extrêmement innovant parce qu'on a tant d'incubateurs, on a tant de startups, on a tant de montants d'investissement, etc. » Mais finalement, il était impossible d'en tirer réellement la quintessence et de savoir si ce qu'il disait était vrai. Et en termes de KPI, donc comment avoir des indicateurs qui me permettaient de différencier. Alors, mais oui. Ma question après, c'est quel est le défi majeur, puisqu'il n'y a pas vraiment de disruption, quel est le défi majeur pour ces écosystèmes pour demain? Alors, avant d'aborder le défi majeur, vous avez dans les tendances également le fait que vous ayez ce problème de marketing de place soulève le problème des statistiques. Nous utilisons aujourd'hui des indicateurs pour mesurer l'innovation qui ne me semblent plus appropriés à la réalité. C'est-à-dire le nombre de brevets, l'investissement public dans la R&D ou même le nombre de productions académiques ou de revues scientifiques qui vont être produites ne sont plus suffisants parce que d'abord, nous passons d'un modèle économique matériel vers de l'immatériel. Les données et les revenus tirés des données et la richesse ou l'innovation créée des données n'est pas mesurée. Aujourd'hui, dans les statistiques actuelles, nous n'avons pas d'outils statistiques pour les mesurer, donc ce n'est pas pris en compte. La deuxième chose, c'est qu'on repose de plus en plus sur de l'innovation incrémentale. Quand une PME française va intégrer du numérique, de l'IoT à l'intérieur d'un produit, par exemple pour faire des béquilles connectées, ce n'est pas mesuré dans l'innovation et donc on ne sait pas comment le mettre ou l'intégrer dans les statistiques. Donc ça soulève ce problème de statistiques. Et enfin, ce marketing territorial et cette espèce de course à l'échalote soulève une quatrième tendance que j'ai remarquée, qui est une tendance à le manque de scale-up que nous avons
a tendance à créer des bulles numériques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme la Suède qui dit qu'il affiche 5000 ou 10 000 startups, son gros problème, c'est qu'il ne pourra pas avoir les fonds pour financer le scale-up et surtout pour... Donc, il faut à tout prix que tous les pays, parce que ça concerne tous les pays, qui ont des milliers de startups, etc., qui n'ont pas les fonds pour chacune les accompagner dans les séries B, C, etc., arrivent à considérer que les startups sont des moteurs d'innovation qui peuvent se retrouver dans des carrosseries différentes, dans une Formule 1, si c'est une startup qui va réussir et donc faire du scale-up, ou dans une TPE, dans une PME, dans un grand groupe. Et ça, c'est très important, c'est ce qui fera également la différence entre les écosystèmes et évitera des bulles numériques dont nous nous approchons quand même dans un certain nombre de pays. Alors, on est déjà en retard sur le planning, donc très rapidement, le défi majeur de ces écosystèmes pour demain. La formation et les compétences. Tout va se jouer sur ces sujets-là. Les écosystèmes qui parviendront à, d'une part, fournir à leur écosystème numérique les experts du numérique dont ils ont besoin. Je vous rappelle qu'en France, il nous en manque 70 000 déjà par an. Ce sont les écosystèmes qui arriveront à créer de la valeur, à se différencier. Et puis ceux qui arriveront également par le même temps à adapter les compétences de l'ensemble des actifs, des citoyens, pour finalement s'adapter à la transformation numérique, à la robotisation, à l'automatisation des métiers, etc. Ce sont les deux critères fondamentaux qui vont différencier la compétitivité des écosystèmes et des pays demain. Donc les deux défis de demain. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, je rappelle que nous sommes en direct du MEDEF à Paris. Je suis avec Olivier Mizière, l'auteur du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Je suis Laura Jane Gauthier, je suis ravie d'être avec vous. Pour partager ce live, s'il vous plaît, il vous suffit de taper les 3 petits points en bas à droite de votre écran, de le partager auprès de vos abonnés sur Periscope, Twitter, Facebook. Merci aussi pour vos cœurs et pour vos commentaires et on va prendre les questions dans quelques instants. Mais d'abord, on va parler, Olivier, maintenant des 3 leviers de création de valeur. Il y a, donc je rappelle, les économies enablers, engines et drivers. Quels sont-ils? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous dire plus? En fait, j'ai essayé de structurer l'activité ou les leviers de ces écosystèmes à travers 3 familles qui chacune ont un impact sur la croissance et l'emploi à des niveaux différents dans chacun des pays. Les économies enablers, en fait, qui sont beaucoup au profit des citoyens et des consommateurs, sont composées de tous les acteurs de type plateforme. On va retrouver des plateformes collaboratives, participatives, mais aussi des moteurs de recherche, des plateformes de e-commerce, des plateformes de mobilité. Et l'ensemble de ces acteurs ont une vertu inclusive et participative pour les citoyens, qui peuvent y tirer plus de pouvoir d'achat parce que je vais louer mon appartement ou parce que je vais pouvoir avoir un petit job par exemple chez Uber, mais qui en revanche soulèvent d'énormes questions au niveau de la création d'emplois et de la croissance économique dans les pays, c'est-à-dire soulèvent des questions de concurrence déloyale, des problèmes de régulation, de création d'emplois finalement de faible niveau, pas qualifiés. Ça soulève des questions de fiscalité puisque ces plateformes et ces acteurs ne payent pas d'impôts dans les pays où ils sont, de protection des données personnelles. Ça soulève des questions fondamentales qui font qu'il faut se poser vraiment la question quand on est un gouvernement de savoir comment on va gérer, appréhender ces plateformes et de quelle manière on va pousser dans son pays la création de valeur autour de ces plateformes. Le deuxième, les économies engine, c'est vraiment le secteur du numérique lui-même. C'est un moteur. C'est-à-dire que tout ce qui va être de l'industrie du hardware, du software, mais également aussi autour de tout ce qui est du web, de l'IoT, des télécoms, etc., c'est ce qui fournit le levier de compétitivité, de productivité pour les secteurs publics et privés dans chacun des pays. Là, on commence à s'approcher d'une création de valeur beaucoup plus forte, car vous avez un haut niveau de compétences, donc vous tirez finalement le niveau de l'emploi dans votre pays vers le haut, mais vous avez également de la contribution fiscale, vous avez également de l'exportation, puisque ces secteurs exportent, et puis surtout, ça permet d'avoir tous les autres secteurs en dynamique. Et puis les économies drivers, ce sont en fait les industries traditionnelles qui, en intégrant notamment l'IoT, l'Internet des objets, c'est-à-dire de l'intelligence numérique ou des fonctions communicantes dans des produits physiques classiques, vont pouvoir elles-mêmes tirer la valeur car ce sont des entreprises souvent industrielles qui donc donnent du job
à tout le monde. Vous vous retrouvez donc avec des entreprises qui sont à même à la fois de répondre aux aspirations des gens qui veulent être encore dans les fonctions de production, mais également de maintenance, de service, et vous répondez et vous créez aussi de la valeur. On peut maintenant d'exporter, puisqu'il y a une forte valeur exportation, et en payant des taxes. Donc l'idée après, c'est de savoir comment vous mixez ces trois leviers dans finalement votre stratégie et vision numérique. Donc je rappelle 3 leviers de création de valeur, les économies, enablers, engines et drivers. On va tout de suite prendre des questions d'internautes. Merci d'ailleurs à tous pour vos questions. Le modèle éco n'est-il pas en train de s'essouffler justement ? Je pense que le modèle économique est en train de s'essouffler parce qu'il ne rejoint pas une préoccupation macroéconomique dans les pays, dans chacun des pays que j'ai pu visiter. Tout l'enjeu aujourd'hui va être non pas de se gargariser d'avoir 10 000 ou 15 000 startups, mais de savoir comment ces startups vont contribuer à la stratégie industrielle, commerciale, globale d'un pays. Comment ces startups, à l'intérieur d'un ensemble économique, c'est-à-dire avec d'autres entreprises, vont être capables de bâtir une offre de solutions qui va répondre aux besoins des pays dans lesquels on veut aller vendre ces solutions. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir une vision, une stratégie macroéconomique non pas différenciante entre le monde numérique et le monde classique ou industriel, mais une stratégie commune visant à être vraiment en termes de marketing là, à bâtir une offre de solutions qui va répondre aux besoins, aux attentes des marchés d'aujourd'hui. Alors dans un instant, on va parler des 4 typologies d'écosystèmes qui existent, mais juste avant, une question. Est-ce que le rapport, le guide des écosystèmes numériques mondiaux dont vous êtes l'auteur, existe en anglais ? Non, il n'existe pas encore en anglais, mais il devrait être traduit prochainement parce qu'on a beaucoup de demandes, ce qui prouve que ce rapport peut être très utile pour beaucoup d'acteurs et donc on va aller dans cette direction. Alors, bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, je rappelle que je suis Laura Jane Gauthier, journaliste et animatrice, et je suis en compagnie d'Olivier Midière, l'auteur du rapport du guide des écosystèmes numériques mondiaux. On est en direct du MEDEF, le siège parisien du MEDEF à Paris. On va maintenant parler, Olivier, des différentes typologies d'écosystèmes numériques que vous avez pu observer lors de votre tour du monde. Combien d'écosystèmes est-ce que vous avez identifiés ? Alors, j'ai identifié 4 typologies en fait, d'écosystèmes. La première typologie, ce sont les écosystèmes leaders qui sont composés des États-Unis, de l'Estonie, de Singapour et d'Israël, qui sont des écosystèmes leaders car ils ont abouti à une maturité en termes de vision. Ils fonctionnent sur des plans à 20 ans en général et chacun des composantes de ces écosystèmes, je dirais, est arrivé à un niveau de maturité totale. Les deuxièmes écosystèmes, typologies, ce sont les écosystèmes matures où on va retrouver beaucoup de pays européens, la Suède, la Finlande, la France, l'Angleterre ou l'Allemagne, mais également des pays comme la Corée du Sud, le Japon ou la Chine, et qui sont des écosystèmes qui finalement sont arrivés à un point où ils peuvent maintenant générer vraiment une vraie création de valeur, mais doivent pour ça résoudre des problèmes. Ce ne sont pas les mêmes. Par exemple, si vous prenez le Japon, la Chine ou la Corée du Sud, ils ont un vrai problème d'entrepreneuriat. La stigmatisation de l'échec, la peur de l'échec reste très très forte et donc on ressent un problème pour... ils ont du mal à entreprendre et voilà. Alors, par contre, ils n'ont pas de problème de financement. Si vous prenez les pays européens, beaucoup des problèmes que j'ai pu rencontrer sont plus liés là au problème de financement. C'est-à-dire qu'en Europe, on a un énorme problème de série B et C, de scale-up. Il n'y a pas assez de fonds, alors qu'en Chine, en Israël ou aux États-Unis, vous trouvez ces fonds. Donc, finalement, il manque une brique où il y a et tout ça dépendra des politiques publiques. Ensuite, on a une troisième typologie d'écosystèmes qui sont les écosystèmes en développement, qui sont arrivés à un niveau maintenant d'investissement suffisant pour faire des choix et agir. On retrouve des pays comme le Mexique, l'Afrique du Sud dans ces écosystèmes qui aujourd'hui sont vraiment à un moment décisif de leur développement. Il ne faut pas qu'ils se trompent justement dans le mix qu'ils vont adopter, mais ils sont. Et puis vous avez les émergents, c'est-à-dire ces écosystèmes qui sont en train de rassembler, de conforter l'ensemble des composantes d'un écosystème, donc que ce soit dans l'éducation, la formation, etc., le financement, comme les Philippines, la Jordanie ou le Kenya, qui sont des pays, ou la Colombie également, qui sont des pays qui arriveront dans 5 ans à un niveau de maturité suffisant pour commencer à vraiment jouer avec les autres écosystèmes.
Je rappelle que je suis en direct du siège du MEDEF à Paris avec Olivier Midière, l'auteur du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Avant d'accueillir notre nouvel expert, on va d'abord avoir quelques questions. Olivier, la question est, est-ce qu'on parle de blockchain ? Oui, beaucoup. On parle beaucoup de blockchain parce que, et on y reviendra tout à l'heure sur la stratégie de la France, blockchain est de toute façon un nouveau, on va dire une nouvelle technologie qui va répondre à un énorme problème qu'on rencontre partout, qui est celui de la sécurité. C'est-à-dire qu'au-delà des fonctionnalités que pourrait amener blockchain, et je ne parle même pas du Bitcoin, mais de toutes les utilisations que pourrait avoir blockchain dans les fintech et autres, on a avec blockchain une vraie piste, une vraie solution qui partout est prise en considération dans tous les pays que j'ai pu voir par rapport aux problématiques de sécurité et notamment aussi avec l'Internet des objets, les problèmes de l'IoT qui vont soulever d'autres problèmes aussi de sécurité. Donc la blockchain est vraiment présente partout comme une priorité. On a un commentaire très sympa de Bernard Peters qui nous dit « Très bonne idée, le MEDEF, bravo, très bonne idée de faire du vidéo live streaming avec Periscope. » Donc merci à vous Bernard Peters. On va tout de suite... Ah, on a une autre question, pardon, excusez-moi, on me parle dans l'oreillette. Alors, la dernière question, c'est la politique protectionniste américaine est-elle en décalage ? Totalement, elle est totalement en décalage. Mais je dirais que ce n'est pas vraiment le propos un rapport avec le numérique, mais c'est vrai que aujourd'hui, on le verra tout à l'heure, les remises en cause du commerce multilatéral impliquent pour beaucoup de pays de trouver de nouvelles alliances ou de nouveaux accords avec certains pays. J'ai moi-même proposé, dans le cadre de ce rapport, un certain nombre d'alliances à passer, que ce soit pour le développement de nos PME grâce au numérique, qui doivent pouvoir se reposer sur des portes d'entrée, sur des marchés qui elles-mêmes ont des talents, ont des conditions, je dirais, fiscales, sociales intéressantes, mais donnent accès à des marchés vastes et puis qui ont aussi des écosystèmes en termes électroniques bien développés. Et puis vous avez également les alliances que vous devez passer aujourd'hui pour nos startups avec des hubs. Donc j'ai identifié un certain nombre de hubs, comme par exemple Montréal, qui est un formidable hub pour des startups et qui, au regard de la politique protectionniste américaine, vont être un très bon point de passage pour nos startups avant de redescendre sur l'Amérique du Nord. Donc je pense qu'en prenant ces décisions, Donald Trump va plutôt couper les États-Unis justement de toutes les alliances qui étaient possibles et de tous ces accords bilatéraux qui vont être indispensables demain pour tous les pays dans cette compétition numérique pour accéder à des marchés et surtout être sur des bases industrielles fortes. Alors, nous accueillons notre deuxième expert, Odin de Massieu. Bonjour, enchanté. Laura Jane, je ne vous présente pas Olivier, vous vous connaissez. Alors, vous êtes directeur du développement international de Cap Digital. C'est bien ça. Que recouvre votre mission au sein de Cap Digital ? Alors, très rapidement, pour remettre le contexte un petit peu de nos actions internationales, c'est important de repréciser Cap Digital, qu'est-ce qu'on fait aussi. Alors, rapidement, en fait, on est une structure indépendante de droit privé et à but non lucratif, financée à 50%, même moins aujourd'hui par des fonds publics, mais aussi des fonds privés. Et notre mission, depuis 12 ans maintenant déjà, c'est d'accompagner l'écosystème de l'innovation et surtout les innovateurs. Donc les innovateurs, ça peut être des startups, on parle tout le temps des startups, des PME innovantes, mais c'est aussi les PME qui ont envie d'innover, les grands groupes, mais aussi les labos, les centres de recherche, les universités, etc. Et en fait, l'objectif, c'est, avec tout ce beau monde, c'est de les faire gagner. C'est de faire en sorte qu'ils créent de la valeur et de l'emploi sur le territoire. Et de la même manière pour l'international, notre rôle va être le même et le leitmotiv va être le même. Ça va être toujours innovation, territoire. On cherche finalement à se connecter aux écosystèmes d'innovation sur place, locaux, pour finalement favoriser la mise en relation avec nos entreprises, favoriser finalement la création peut-être d'opportunités et de synergies entre les écosystèmes. Et grâce finalement à ce travail que l'on fait de quotidien, de se connecter nous-mêmes à ces écosystèmes, on va pouvoir apporter à nos entreprises une expertise locale qui va être fine, qui va être très utile, et aussi une bonne compréhension de quels sont les enjeux sur place, quels sont les acteurs majeurs avec lesquels je dois interagir, etc. Donc nous, on essaie de leur frayer un chemin un petit peu au travers de ces écosystèmes. Et grâce aussi finalement complètement, et puis on essaie de faire la même chose en se connectant aux autres à l'étranger. Et grâce à notre statut un peu hybride entre public et privé aussi, on rassure les écosystèmes sur place, mais aussi les institutions. Et ça nous permet finalement parfois d'essayer de pousser pour créer potentiellement des territoires d'expérimentation au bénéfice de nos entreprises. Et donc on est vraiment sur cette vision-là. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, pendant ce live, on parle donc du guide des écosystèmes numériques mondiaux avec Olivier Midière, qui en est l'auteur, et nous sommes en direct du MEDEF. Que pensez-vous de ce guide ? Vous l'avez lu ? Bien sûr, et moi j'étais très jaloux d'Olivier parce que j'aurais adoré être dans ses valises. Ouais.
Parce que, comme je viens de l'expliquer, finalement, notre rôle, nous, c'est d'essayer de connecter avec tous ces écosystèmes et de mieux les comprendre pour permettre aux entreprises de les guider. Et du coup, quand moi j'ai vu le rapport, finalement, j'ai retrouvé pas mal de choses que j'avais constatées moi-même avec mes petits déplacements aussi, qui vont dans le sens de nos constatations et qui vraiment nous permettent, nous aussi, d'orienter nos actions. Nos actions sont très dépendantes, finalement, de la maturité des écosystèmes qui est en face. Quand on pense à la Silicon Valley, à l'Israël et même l'Estonie aujourd'hui, on va pousser nos entreprises à aller chercher davantage d'inspiration, ou même se challenger elles-mêmes, parce qu'on voit l'Estonie est très en avance, par exemple, sur le e-gov, etc. Alors que dans d'autres écosystèmes, je pense par exemple peut-être au Mexique ou même au Maroc, l'approche va être un peu différente. On va essayer, nous, déjà de nous rapprocher des acteurs locaux, des institutions locales aussi, pour finalement pousser, comme je le disais, vers des territoires d'expérimentation potentiels. Je parle du Maroc, puisque la semaine dernière, nous étions déjà à Casablanca, on a organisé notre premier événement, on en est très fiers, Futures in Africa. Et l'objectif était vraiment de connecter les écosystèmes, et on a bien constaté aussi que la manière dont sont perçues les startups d'un pays à un autre, c'est pas toujours la même chose, que ce soit au Brésil ou au Maroc. Une startup, c'est quelque chose qui sert pas à grand chose, c'est pas la réussite. Exactement, et ça c'est fondamental, et du coup en venant nous contribuer parfois aussi en tant que nous écosystèmes matures, on vient apporter aussi des choses intéressantes finalement à ces écosystèmes-là qui grandissent un petit peu avec nous. Donc moi la distinction entre les différents niveaux de développement et de maturité pour moi est fondamentale au quotidien pour finalement orienter mes actions, et c'était très très utile du coup d'avoir cette vision-là, complémentaire de mes actions. Alors bonjour au Chief économique de Natixis qui vient d'arriver. On va continuer notre périple. Merci beaucoup Odin de Massieu. Merci infiniment. Merci, et on continue. Alors Olivier, on va maintenant parler des best practices. Innovation inversée, innovation urbaine, bottom-up. Voici quelques exemples, juste quelques-uns, de vos best practices identifiés à travers votre tour du monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces bonnes pratiques? Oui, en fait, j'ai eu des coups de cœur qui reposent sur ces bonnes pratiques. 5. D'abord, l'innovation bottom-up, ça c'est en Finlande. C'est comment on arrive, notamment au niveau de ce qu'on pourrait appeler ou ce qu'on appelle les villes intelligentes, comment on arrive en partant des attentes des citoyens à produire des solutions. Et donc pour ça, la Finlande a mis en place, et c'est Helsinki en particulier qui se définit comme une city as a platform, et qui a mis en place des espèces de brainstorming géants qui permettent donc aux habitants, selon des thématiques définies, de venir dire quelles sont leurs attentes, leurs besoins et proposer des idées. Et sur cette base-là, la ville ensuite va leur mettre à disposition l'ensemble des ressources, des réseaux qui sont nécessaires pour pouvoir déployer ces solutions, les tester et ensuite adapter la réglementation. On va retrouver au Kenya l'innovation inversée, c'est-à-dire comment on peut, en partant des besoins du bottom of the pyramid et de situations techniques ou de conditions techniques difficiles, compliquées, par exemple sans 3G, sans même Internet, comment on peut arriver à répondre à ça. Par exemple, le besoin des fermiers kenyans qui n'ont pas de compte bancaire et qui ont donc du coup pas accès au crédit, malgré la nécessité de financer des équipements de 200-300 euros. Eh bien, une start-up a réussi à mettre en place aujourd'hui Farm Drive, une formidable application pour ça. On a également en Jordanie l'inclusion sociale, c'est-à-dire que quand vous avez un pays comme la Jordanie qui, sur 10 millions d'habitants, a 3 millions de migrants, il y a un énorme problème d'éducation qui se pose. Et donc la Jordanie et la fondation de la Reine Rania en particulier ont mis en place des solutions MOOC, c'est-à-dire des plateformes de MOOC, de cours en ligne, qui aujourd'hui rencontrent 700 000 citoyens par jour, c'est-à-dire qu'ils sont connectés. Aux Philippines, on va retrouver l'innovation au service du développement humain et de la prospérité économique, avec, là encore, énormément d'innovations qui vont venir du bottom of the pyramid, c'est-à-dire de l'entrepreneuriat social. Voilà, c'est toutes ces bonnes pratiques qu'on peut retrouver dans le rapport et qui pourraient, à certains égards, se reproduire en France. On a des questions, notamment une question du Figaro Live qui dit combien de PME sont susceptibles de connaître de nouvelles opportunités de business grâce au numérique? Eh bien écoutez, moi je pense que c'est facilement 100 000 PME qui peuvent connaître ces nouvelles opportunités, parce que en fait on s'aperçoit en faisant le tour du monde qu'il y a 2 milliards de classes moyennes qui est en train d'émerger, qui fonctionnent sur les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes modes de consommation, et puis 4 milliards on pourrait dire de pauvres, de bottom of the pyramid, qui vivent avec moins de 2 milliards par jour, qui là aussi ont besoin de tout en termes d'éducation, d'infrastructure, de sécurité ou encore de nourriture, c'est-à-dire d'agriculture intelligente. Donc
tous ces besoins, toutes ces attentes sont autant d'opportunités pour nos entreprises si elles savent intégrer les innovations numériques qui vont leur permettre d'y répondre dans un contexte particulier. C'est pour ça c'est partir des besoins et c'est partir du terrain. On ne peut pas faire en top-down répondre à ces besoins. Quand vous allez à Las Vegas au CES, vous allez voir des solutions, il n'y en a quasiment aucune qui est vendable dans tous les pays du Sud. Ça ne répond pas ni aux contraintes techniques de ces pays d'infrastructure, ni aux besoins de la population. Pour nos entreprises, il y a donc là des marchés à adresser extrêmement importants, mais qui nécessiteront qu'on intègre de l'intelligence numérique dans les produits, car on ne peut plus faire avec autant de matériaux, autant d'énergie, autant de pollution. Donc il faut absolument arriver à des solutions intelligentes, notamment dans ces pays qui n'ont pas les moyens de toute façon de déployer les infrastructures qu'on a déployées chez nous. Bien sûr. Noéphile, un internaute demande « Ok, mais la Finlande n'a pas le levier économique Engines versus USA, France, Lituanie et Israël ». Ils l'ont eu et ils l'ont perdu. Ils l'ont eu avec Nokia et les logiciels. Il faut rappeler que le logiciel libre est né aussi en Finlande et qu'ils étaient très actifs. Et puis il y a eu le Nokia, ce qu'ils appellent le Nokia Gate, c'est-à-dire l'explosion de Nokia qui a en fait mis des milliers d'ingénieurs sur la paille. Et c'est là où la Finlande a décidé de lancer un programme pour réinsérer tous ces ingénieurs à travers de l'incubation et de la création d'entreprises. En revanche, il est vrai que la Finlande n'a pas aujourd'hui ou n'a plus aujourd'hui d'industrie engine, ce qui lui pose d'énormes problèmes d'ailleurs pour recycler ses startups, parce qu'elle n'a pas de marché non plus. La Finlande, c'est 5 millions d'habitants. Et donc, c'est là où je vous disais tout à l'heure que tout l'enjeu va être de savoir comment ils arrivent à réintégrer une stratégie numérique, c'est-à-dire une stratégie Startup Nation à l'intérieur d'une vision macroéconomique industrielle globale. Bonjour à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, je rappelle que nous sommes en direct du MEDEF avec Olivier Midière, l'auteur du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Merci pour vos questions, merci pour vos partages. N'hésitez pas à continuer. Nous allons tout de suite rejoindre notre troisième expert, Dominique Brunin. Bonjour, enchanté, Laura Gauthier. Je ne vous présente pas, vous connaissez également. Alors, vous êtes directeur international industrie, innovation, intelligence économique de la CCI France. En quoi consiste votre rôle au sein de la CCI France? Alors CCI France, d'abord, il faut savoir, il faut rappeler que c'est la tête de réseau de toutes les chambres de commerce et d'industrie de France. C'est la maison mère des 125 chambres de commerce qui couvrent l'ensemble des territoires en métropole, mais également dans toutes les collectivités d'outre-mer. Et mon poste de directeur couvre non seulement les sujets de l'intelligence économique, de l'innovation, de l'industrie. Nous étions encore il y a quelques heures, hier très précisément, auditionnés au Sénat sur la stratégie industrielle française, et on ne peut pas aujourd'hui parler de stratégie industrielle française sans parler justement de l'irruption du digital et de l'Alliance pour l'industrie du futur, l'industrie française du futur. Et là, on est de plein pied dans les domaines du numérique, du digital et de toute la transformation du tissu industriel. Et au niveau international, j'ai également la responsabilité non seulement de l'animation en France du réseau des CCI, mais aussi l'animation du réseau des 120 chambres de commerce françaises à l'étranger, présentes dans 90 pays. Et dans le cadre des activités, des actions de ces chambres de commerce françaises à l'étranger, nous avons une intégration extrêmement forte dans les tissus économiques locaux, et nous accompagnons en même temps les entreprises françaises qui veulent se développer sur les marchés extérieurs, sur les marchés étrangers. Si je comprends bien, vous vous ennuyez pas? Jamais. Et le fait d'être au carrefour de ces thématiques, développement international, digital, cybersécurité, avec également ce volet-là dans le cadre de l'intelligence économique, la réponse aux entreprises françaises et l'accompagnement de ces entreprises dans les territoires à l'étranger fait que nous sommes au carrefour de énormément de sujets et de thématiques, et que les missions à l'étranger qu'Olivier a eu l'occasion de faire lui a permis et nous a permis de beaucoup dialoguer avec lui à Singapour, en Norvège, dans l'ensemble des pays qu'il a sillonnés, et ça nous a permis à la fois de nous enrichir et j'espère aussi un peu d'enrichir ses travaux. Donc vous le savez, l'objet de ce live, c'est de parler du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Je sais que vous l'avez lu.
En quoi est-ce que ce guide peut être utile pour un acteur comme la CCI? Nous l'avons lu, nous l'avons très largement diffusé. Il a été diffusé à tous nos directeurs généraux à l'étranger. Nous l'avons diffusé également beaucoup en France. Au-delà du contenu qui est d'une richesse et de la forme qui est extrêmement bien fait pour ce rapport, je crois qu'on a là un document qui constitue un véritable élément de benchmark. Je pense que c'est quasiment, on pourrait presque le dater en disant c'est le point zéro qui doit marquer le démarrage d'une nouvelle stratégie, parce qu'avec ce document, on comprend mieux, et derrière le fait de mieux comprendre, on peut mieux voir ce que sont les perspectives en termes de stratégie que nous devons mettre en œuvre, nous, en tant qu'acteurs institutionnels, CCI française à l'étranger, mais je pense aussi à nos collègues de Business France dans le cadre du développement international, mais je pense aussi à nos collègues de l'Alliance pour l'industrie du futur qui vont mettre en œuvre avec l'ensemble des autres acteurs de l'industrie la stratégie de développement French Fab. Je pense que ça constitue d'une certaine façon, ça peut constituer un point zéro à partir duquel une sorte de prérequis, au-delà du prérequis, un point zéro avec le contenu, avec l'analyse, avec les perspectives, avec les projections que l'on peut faire à partir de là, et que d'ici à 3 ans, 4 ans, on devrait pouvoir faire, là pour le coup, une nouvelle analyse et se dire, OK, par rapport à 2017-2018, qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'on est bien dans les perspectives envisagées? Est-ce qu'on est bien dans les projets qui ont pu être identifiés? Ou est-ce qu'on s'est écarté? Comment on s'est écarté? Je pense que c'est véritablement un point zéro, un point de démarrage. Alors, question très rapide, est-ce que vous partagez les mêmes constats que le MEDEF et qu'Olivier Média? Les constats en termes de besoins, les constats en termes d'impréparation, les constats en termes de nécessité d'enrichir l'écosystème, de l'organiser, de le structurer. Le constat de dire que oui, nous avons beaucoup évolué en France, mais il y a ailleurs encore beaucoup de choses à apprendre. Et derrière cela, la possibilité, la nécessité de se dire il faut travailler en partenariat, il faut travailler en alliance, il faut travailler en synergie. Bien entendu, à l'intérieur des acteurs, entre filières industrielles, entre acteurs du digital, du numérique et les entreprises, mais aussi dans une projection et dans des alliances internationales. Nous avons des écosystèmes, et j'évoquais notre intégration de notre réseau des CCI françaises. Je pense à Singapour, je pense au Canada, je pense en Jordanie, je pense en Norvège. Nos chambres et les entreprises qui sont dans ces chambres sont totalement intégrées avec les acteurs locaux. Et je pense que la meilleure des conclusions à laquelle on peut penser, c'est de se dire qu'il faut absolument être dans une stratégie win-win. On doit être dans une stratégie de partage et d'enrichissement. Nous avons des apports et nous avons de très grandes valeurs à apporter à des partenaires étrangers. Nous avons des solutions spécifiquement françaises qui sont totalement déclinables, intégrables à des besoins ou dans le cadre de la réponse à des besoins à l'étranger. Donc nous sommes effectivement très largement, pour ne pas dire totalement en ligne avec les perspectives, les conclusions et du MEDEF et du rapport d'Olivier. Je pense que nous avons là la possibilité de lancer toute une série d'initiatives. Je pense par exemple à celle qui a été prise par la Chambre de commerce française de Barcelone. La Chambre de commerce française de Barcelone a recruté le patron de la French Tech Barcelone. Je pense aux initiatives autour de tout ce qui est smart grid, smart cities, solutions de mobilité intelligente, etc., qui ont été développées à Hong Kong, à Singapour. À Singapour, il y a un domaine qui est en train d'exploser et sur lequel nous sommes particulièrement bien placés, qui est tout le domaine de la e-santé, e-healthcare. Et là, il y a véritablement, par la connaissance, la pénétration de ces écosystèmes, par la connaissance et l'utilisation aussi des capacités de recherche, des capacités de production d'intelligence, avec un gros volet aujourd'hui qui est encore, je pense, extrêmement neuf pour beaucoup de monde, mais autour de l'intelligence artificielle. On doit là avoir des perspectives tout à fait considérables. Merci beaucoup. Merci Dominique Brunin. Merci à vous. On va continuer notre périple, notre parcours. Nous avons 4 questions d'internautes qui sont avec nous en live sur Periscope, Twitter et Facebook. La première, quelles sont les zones mondiales les plus avancées dans le domaine numérique en matière d'innovation? Il n'y a pas vraiment de... Enfin, je vais reprendre ma typologie d'écosystème. Aujourd'hui les 4 pays qui investissent beaucoup
à 20 ans dans des domaines bien spécifiques. C'est donc ce que je disais, Israël, Singapour, Estonie et les États-Unis. Après, le problème, c'est que, et ce que je rappelais tout à l'heure dans les tendances, nous n'avons pas d'indicateurs aujourd'hui adaptés pour mesurer cette innovation, dans le sens où on parle d'une innovation incrémentale qui va donc créer de l'emploi et de la croissance. Et aujourd'hui, on n'a pas d'indicateur pour ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'écosystème aujourd'hui réellement plus avancé que d'autres. Chaque écosystème a ses atouts. Il a également ses désavantages ou ses problèmes, ses enjeux à relever. Il va surtout être vraiment important de se dire comment je catalyse l'ensemble de cet écosystème vers un objectif industriel, économique, une vision. Et je vais canaliser donc l'ensemble des acteurs dans cette direction-là. C'est ce qui fera la différence à l'arrivée. Je remercie Bernard Peters qui venait de poser cette question sur Periscope, sur le live. Maintenant, on prend une question d'Ivar Couder. Ivar Couder vous demande, avez-vous un exemple marquant de PME française dont la mutation numérique soit exemplaire? Oui, on peut prendre je vais vous donner un exemple, c'est RIB par exemple, une PME française qui est donc à Saint-Étienne-de-Saint-Joire, dans le sud-est de la France, qui fabrique depuis 1960 ce qu'on appelle des utilities, c'est-à-dire des tuyaux pour faire passer l'électricité. C'est des tuyaux en plastique, en polyéthylène, jaune, rouge, bleu, où on va pouvoir faire passer le gaz, la fibre optique, l'électricité, le téléphone dans les sous-sols. Cette PME a rencontré d'énormes problèmes parce qu'on ne repère pas le polyéthylène, le plastique sous le sol. Et donc, il y a énormément d'arrachements par jour de tous ces tuyaux, énormément d'accidents. Et beaucoup de ses clients s'en sont plaints. Et elle a décidé donc d'innover en intégrant de l'intelligence numérique à l'intérieur de ces tuyaux. C'était en développant avec le CEA Tech une puce RFID qui permet d'identifier sous le sous-sol l'ensemble de ces tuyaux, d'avoir une mémoire sur la maintenance, d'avoir une mémoire sur l'ensemble des fluides qui passent à l'intérieur. Et donc, c'est ce qui a permis d'éviter et de basculer, donc d'éviter de perdre des clients et de basculer sur un nouveau modèle économique. C'est-à-dire que cette entreprise aujourd'hui est capable, non pas de vendre ses tuyaux, mais de les donner et de vendre une prestation d'infogérance, de gestion de l'ensemble du sous-sol des villes à travers cette solution connectée. C'est une PME qui aujourd'hui, alors qu'elle était au bord du dépôt de bilan il y a 10 ans, est en train de conquérir des marchés fantastiques en Asie, en Amérique du Sud, où on rencontre des villes qui ont explosé, des mégalopoles, on y reviendra tout à l'heure, qui font face à des besoins immenses en termes de villes intelligentes, en termes de vieillissement de la population, de développement durable, et qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui ne peuvent pas repasser par. Donc ces villes font ce qu'on appelle le frog, finalement le saut de la grenouille, et passent directement à des solutions connectées qui vont être non seulement économiques, mais beaucoup plus, et à l'étranger. Et voilà une PME qui a parfaitement réussi. On a une autre question de Noéphile. Alors Noéphile dit benchmark, ok. Comment ce guide va concrètement impacter le tissu des acteurs de l'écosystème en France? Il va les impacter déjà parce qu'ils ont chacun eu en main ce guide, que j'ai un programme de 6 mois de conférences aujourd'hui qui a été mis en place, que ce soit dans des organisations comme Business France par exemple, ou des chambres de commerce, mais également tous les autres acteurs qui accompagnent les fédérations professionnelles, etc., où je leur mets en main le guide et je leur explique comment ils peuvent utiliser ce guide et les stratégies qu'on propose, puisque dans le guide, il y a quand même une vision et une stratégie proposée par la France, extrêmement concrète, avec un plan d'action. Et donc, je leur dis, voilà comment vous pouvez, vous, mettre en œuvre ce plan d'action auprès de vos entreprises. Noéphile toujours dit, le numérique est-il un moyen ou une fin en soi? C'est bien entendu un moyen. C'est bien entendu un moyen, mais c'est un moyen qui, aujourd'hui, doit être appréhendé avec énormément de prudence, c'est-à-dire qu'il faut absolument ne pas y aller avec légèreté. Le numérique, c'est aussi, et ça soulève des enjeux ou des challenges immenses, par rapport, par exemple, à la protection des données, à l'indépendance technologique, par rapport à l'intelligence artificielle et à la manière dont on va maîtriser les développements de l'intelligence artificielle. Et puis en même temps, c'est vrai, c'est un formidable levier d'opportunité. Donc il faut savoir trouver le juste milieu dans ce moyen qu'est le numérique. Olivier, on va maintenant parler de la stratégie numérique de la France. Je rappelle que vous êtes Olivier Midière, auteur du guide des écosystèmes numériques mondiaux. Au regard de tout ce qu'on vient de voir, du positionnement de la France, de ses atouts, etc., quelle pourrait être la vision de la France pour être leader demain? Alors si je reprends le début de notre discussion, notre échange avec ces deux grands modèles qui s'affrontent, d'abord, une vision doit reposer sur des valeurs, des principes. En tout cas, une stratégie doit reposer sur une vision qui elle-même repose sur des valeurs et des principes. La France
et l'Europe, dans son sillage, doivent proposer une autre vision, une troisième voie, donc ce qu'on disait, basée sur une approche plus sociale, entrepreneuriale et durable de la technologie, c'est-à-dire mettre la technologie au service du développement humain et de la prospérité économique. Cette vision, elle doit avoir trois objectifs. Garantir la souveraineté politique des partenaires que nous allons accompagner. Quand je parle de partenaires, ce sont des pays, notamment tous les pays du Sud, qui aujourd'hui sont à la recherche d'une alternative face aux deux grands modèles qui s'imposent à eux aujourd'hui, tel un tsunami. Le deuxième, c'est garantir leur indépendance technologique, les sortir des bulles algorithmiques dans lesquelles ils se trouvent et qui sont extrêmement dangereuses et dans lesquelles nous nous trouvons nous-mêmes face aux GAFA, par exemple. Le troisième, c'est leur garantir leur prospérité économique, c'est-à-dire comment on peut utiliser la technologie de façon inclusive et participative pour faire naître de la création de valeur, de l'emploi, de la croissance économique dans ces pays. Et puis elle doit reposer sur des valeurs. Les valeurs, c'est on ne peut pas, ou des principes, on ne peut pas laisser les monopoles technologiques aujourd'hui continuer à croître comme ils le font. Il faut absolument lutter et démonter ces monopoles technologiques en adaptant certainement les lois internationales, la juridiction internationale qui est peut-être plus adaptée au contexte d'aujourd'hui. On ne peut pas non plus laisser les données et la privacité des données, qu'elle soit stratégique ou des citoyens, se faire absorber comme ça. Il faut, comme on essaie de le faire en France et en Europe avec la CNIL et le RGPD qui va passer, il faut absolument essayer d'exporter ce modèle dans les pays du Sud. Il faut enfin arriver à maîtriser la problématique de l'intelligence artificielle et du génie génétique. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays, aucun continent qui finalement essaye de lancer un cri d'alarme pour dire attention, il n'y a pas de traité, il n'y a pas de réglementation, il n'y a rien qui contrôle aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence génétique. Pour vous dire, en Chine, quand j'y suis allé, j'ai rencontré des startups qui savent déjà vous proposer les yeux de votre enfant et le sexe de votre enfant et qui manipulent donc les cellules directement. Donc, aujourd'hui, il faut absolument réguler. Et je pense que notre président de la République, Emmanuel Macron, la France et l'Europe devraient, au sein de l'ONU et d'autres organisations internationales, se faire les promoteurs de cette... Les nouveaux gourous technologiques qui nous promettent la fin de la mort, ils devraient plutôt nous garantir que les 4 milliards de pauvres qui ont du mal à vivre arrivent à vivre. Et je pense que la priorité est plutôt celle-ci que celle de tuer la mort. Donc voilà, il faut que chaque acteur remène à sa place, mais je pense qu'il faut qu'un pays, une voix forte, l'affirme, et que la France encore et Emmanuel Macron sont très bien placés pour ça. Olivier, dans votre guide des écosystèmes numériques mondiaux, que vous venez de sortir évidemment avec le MEDEF, vous préconisez de faire de la France un champion mondial de la smart economy. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je me suis aperçu en faisant ce tour du monde que, comme je vous le disais, 2 milliards de classes moyennes, 4 milliards de pauvres rencontrent les mêmes problèmes, des problèmes de vieillissement de la population, des problèmes d'accès à la nourriture, des problèmes de transport, des problèmes de mobilité, dans un environnement de plus en plus restrictif. Des vrais enjeux problématiques sociétales, économiques, de survivance, réellement, mais à l'intérieur d'un contexte de plus en plus restrictif, avec moins d'énergie, moins de pollution, moins de matières premières. La question est donc de savoir comment on peut répondre à ces besoins, finalement, en utilisant et en faisant plus avec moins. On peut le faire grâce au numérique. Ça veut dire que quand une société comme RIB intègre du numérique dans ses tuyaux, elle permet d'éliminer énormément de pertes, de gaspillage et de gagner énormément en efficacité. Eh bien, nous pouvons, c'est ce que nous appelons la smart economy, c'est-à-dire faire des smart solutions en mobilité, pour la silver economy, pour les villes intelligentes, pour la protection des individus, pour les loger. Et toutes ces solutions smart reposeront sur l'intégration dans notre tissu de PME traditionnel de solutions numériques telles que RIB a pu le faire avec ses tuyaux connectés. Donc cette stratégie pour faire de la France un champion mondial de la smart economy, elle s'appuie d'abord sur une demande mondiale de 6 milliards d'habitants, principalement dans les zones du Sud, qui attendent tout, mais tout dans un contexte de restriction plus fort. Donc faire plus avec moins avec le numérique. Le levier principal est le numérique, et donc la France peut prendre un lead dans ce domaine-là si elle arrive à intégrer dans sa stratégie, dans l'offre de solutions qu'elle va vous proposer, aussi bien la solution de la start-up qu'avec la solution de la PME. Quand je vous parle de RIB a besoin de s'appuyer sur des start-up qui savent faire du big data, tout comme Deco, quand il propose JC Deco des solutions d'abribus connectés, va travailler avec des start-up, mais également avec des PME qui vont lui faire des abribus en plastique, en mécanique, etc. Et donc, c'est une chaîne de valeur complète que vous intégrez pour offrir une solution, une smart solution à votre client. Et c'est sur ces marchés-là que la France doit se positionner. Alors, on a des questions des internautes. Nicolas Stoup demande quelles conséquences du RGPD sur la place des écosystèmes européens face aux autres.
C'est une très bonne chose parce que de toute façon, tous les écosystèmes que j'ai pu voir dans les pays du Sud commencent à prendre conscience que la protection de leurs données, parce que les données vont être au cœur des business models de demain et donc de la richesse des nations de demain, que la protection de leurs données va être fondamentale. La France et l'Europe peuvent exporter ce modèle RGPD qui est le modèle le plus, on va dire, rigoureux, le plus aujourd'hui mature dans le monde entier. Des pays comme les Philippines commencent déjà à être demandeurs et on peut être à même de leur apporter ces solutions. Donc la RGPD est plutôt un facteur différenciant, compétitif pour la France et l'Europe, extrêmement important, qui est à exporter, un modèle à exporter dans tous ces pays du Sud qui sont en demande de ce genre, de plus en plus, de ce genre de solutions. Alors, une autre internaute, Laurence Lott, demande le digital impact, le capital humain de l'entreprise. Quelles bonnes pratiques avez-vous identifiées? Beaucoup de bonnes pratiques. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de pratiques standardisées. Les meilleures pratiques que j'ai pu voir sont les pratiques qui partaient de socles de compétences et de certification. Ça veut dire que vous avez deux problématiques dans l'entreprise un peu classiques, c'est les compétences transversales, marketing, RH, etc., qui, d'un secteur à l'autre, finalement, vont être impactées de la même manière par le numérique. Et donc, il faut arriver à proposer des socles de compétences et des formations adaptées à ça. Et puis, vous avez ensuite les transformations verticales. Si je vous prends, par exemple, l'opérateur qui fabriquait le tuyau chez RIB, il va probablement devoir faire évoluer son métier et apprendre à intégrer de l'électronique à l'intérieur donc d'un morceau de plastique. Donc, nous avons une transformation également des compétences plus verticales, métiers, qui là vont nécessiter, parce qu'on ne peut pas le faire hors sol, d'être réalisé pendant la transformation des entreprises. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est lancer ce mouvement de transformation qui drainera derrière lui la transformation des compétences, l'adaptation des compétences, au moins verticales, en tout cas sectorielles. Enstop demande la Smart City, giga buzzword ou véritable avenir? C'est un véritable avenir. Je le rappelle, je le redis, nous devons faire plus avec moins. Dans toutes les villes, les pays que j'ai visités, on est dans des situations de mégalopole. Dans 10 ans, 80% de la population mondiale vivra dans des mégalopoles, c'est-à-dire des villes qui font déjà entre 15 et 30 millions d'habitants. Ces villes ne peuvent plus être gérées sans numérique pour pouvoir assurer de la mobilité, assurer de la sécurité, assurer l'énergie nécessaire pour les éclairer, etc., etc. Donc, c'est un vrai sujet. Le problème, il est marketing, il est commercial. Comment on l'adresse? Soit on l'adresse en ordre dispersé, avec chacun des briques de solutions, soit on arrive, nous, à faire des task force autour de nos entreprises pour proposer une solution globale aux clients, c'est-à-dire une porte d'entrée, un appel entrant et non pas 15 solutions ou 15 briques, comme c'est le cas aujourd'hui des autres, je dirais, acteurs sur le marché. Donc on a une opportunité exceptionnelle, ce que nous on a appelé au MEDEF Smart Solution for Business, c'est-à-dire de bâtir des solutions globales qui vont intégrer et associer à la fois industrie traditionnelle et industrie numérique pour répondre à ces besoins, encore une fois dans la silver economy, dans les villes intelligentes, dans l'agriculture connectée, dans l'éducation, où il y a des besoins immenses et on peut y répondre avec ces solutions. Bernard Peters, qui est sûrement notre internaute le plus fidèle, pose comme question quels sont les instruments ou méthodes statistiques pour mesurer l'innovation par pays? Je sais que c'est un gros sujet. Aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont les mêmes partout. C'est-à-dire qu'on utilise le montant de l'investissement par rapport au PIB, que ce soit l'investissement privé ou public, dans la R&D, c'est-à-dire dans les universités, dans les labos de recherche, etc. etc. Le deuxième indicateur qu'on utilise, c'est le nombre de brevets que vont déposer les pays. Donc on va vous dire que la Suède est le 4e pays le plus innovant au monde, qu'est-ce qu'ils arrivent en 4e en brevet, le Japon 3e, les États-Unis, etc. Vous avez ensuite la production académique, c'est-à-dire les livres académiques, enfin les productions, les revues scientifiques, tout ce qui va être produit. Bon, c'est complètement en décalage cette mesure de l'innovation avec la réalité, notamment de, par exemple, l'innovation incrémentale qui consiste simplement à transformer un produit grâce au numérique. On parlait du tuyau, il y a une énorme innovation dans ce qu'a fait cette entreprise. Le deuxième problème, c'est que comme ces modèles d'innovation, les nouveaux modèles reposent sur un business model
tirer de la data, c'est-à-dire que vous n'avez plus vendre des produits, mais l'usage du produit à travers la vente d'un service ou l'utilisation d'une data que vous allez réutiliser. Il n'y a pas dans les statistiques de mesure de cette production dématérialisée. Donc, que ce soit dans les échanges mondiaux, c'est-à-dire l'exportation d'un pays, ou que ce soit même dans le PIB, on n'est pas en mesure de prendre en compte ces statistiques. Donc, je pense qu'il y a un énorme travail de statistiques à faire aujourd'hui, probablement à l'OCDE, mais également à Bercy, nous ici en France. Et là encore, la France et l'Europe peuvent être en avance. Ce qui laisse loisir à tous les pays aujourd'hui de dire qu'ils sont les plus innovants au monde en fonction des indicateurs qu'eux vont retenir, qui sont encore une fois souvent des indicateurs plutôt quantitatifs, le nombre d'investissements qu'il y a eu, le nombre de startups créées, le nombre d'incubateurs ou d'accélérateurs, et qui pourtant n'ont aucun rapport avec l'impact de cette innovation sur la création d'emplois et la croissance, qui sont les deux critères les plus importants. Dernière question et dernier commentaire et on va conclure. Sinan95 demande, il y a quelle bonne pratique pour répondre efficacement aux besoins d'évolution des compétences ? Je le disais tout à l'heure, le problème d'évolution des compétences va être double. On a besoin d'avoir plus de compétences numériques, c'est-à-dire d'experts du numérique capables d'alimenter l'ensemble des économies drivers et économies enablers agiles. Donc ça, c'est la première question. En France, aujourd'hui, il nous en manque 80 000. Pour ça, il y a un plan qui va être présenté par le gouvernement dans un mois. Ce matin même, au MEDEF, Estelle Sauva, qui est la haut-commissaire à la transformation des compétences, est venue en parler. Un plan qui s'appelle PIC et qui va être un plan d'investissement pour les compétences. Ça nécessite déjà de la sensibilisation au plus jeune âge dans les filières scientifiques. Ça nécessite que beaucoup plus de femmes aillent vers ces filières scientifiques et techniques. Et puis, d'un autre côté, on a le problème des compétences donc, de tout à chacun, des compétences des gens qui sont en recherche d'emploi, des compétences des citoyens qui simplement doivent pouvoir évoluer dans une société numérique, c'est-à-dire déclarer leurs impôts ou faire une procédure administrative, et puis les compétences des actifs, c'est-à-dire les gens qui aujourd'hui dans les entreprises sont ouvriers, employés, techniciens, cadres dirigeants, cadres supérieurs, et qui, là aussi, dans chacune de leurs fonctions, vont devoir apprendre à intégrer le numérique. Donc, pour ça, ce sont des référentiels qu'on est en train de construire, de mettre en place, qu'il faudra ensuite proposer aux organismes de formation pour qu'eux-mêmes fassent monter en compétence tous ces publics. Merci infiniment Olivier Midière. Un petit message sympa pour finir. Mélodie Ardouin qui dit « Super idée ce live déambulatoire à travers les couloirs du MEDEF. Belle transfo numérique ». Merci encore Olivier Midière. Merci beaucoup, merci à vous. Il y a pas mal de monde à remercier. Donc au nom de toute l'équipe du MEDEF, je tenais à vous remercier avant tout, vous internautes qui nous avez suivis sur les réseaux. Merci pour vos commentaires, pour vos questions qui nous ont permis d'aller beaucoup plus loin qu'une simple émission de télé. La force du live conversationnel, eh bien, c'est vous tous qui êtes venus ici. Mais merci vraiment à vous tous donc, pour vos cœurs, pour vos partages. Vous n'imaginez même pas comme c'est magique d'avoir un tel dynamisme durant une émission. Vous avez été plus de 1300 à nous suivre, c'est énorme. Je ne sais pas si on serait rentré à 1300 au MEDEF, c'est pas sûr. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner au compte du MEDEF pour une prochaine diffusion. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique et bien entendu à Olivier Midière et à tous les intervenants. Encore merci Olivier, je vous dis au revoir. Et merci à tous les internautes. Merci infiniment, à très vite.